Bonjour. Eh bien, bienvenue à ceux qui arrivent pour cette troisième conférence présentée dans le cadre du partenariat de Terre Vivante avec le Festival de l'avenir au naturel. Merci d'être là. Nous accueillons Gilles Leblay. Gilles Leblay est photographe, il est également auteur, c'est un naturaliste chevronné. Il a un jardin qui s'appelle le Jardin Paradis dans un village pas très loin dont je ne me rappelle pas le nom, mais il va nous le dire, il nous en parlera. Volane. Volane, voilà, qui est au pied de la Chartreuse, non loin d'ici. Et donc, dans ce jardin, il a pu expérimenter toutes sortes de techniques d'affût et pour attirer la biodiversité, pour la favoriser, pour la recréer. Voilà, il est ornithologue, il est journaliste naturaliste et c'est un spécialiste des aménagements, biodiversité dans son jardin. Il a écrit ce livre qui s'appelle Mahé refuse de biodiversité. Il en a écrit aussi sur la mare. Et puis son dernier, toujours aux éditions Terre Vivante, c'est Branchage et bois morts au jardin. Mais là, il va revenir sur les intérêts de la haie, un atout pour la biodiversité. À toi, Gilles. Bonjour à tous. Alors, ce travail sur les haies est lié à plein d'autres biotopes ou microbiotopes qu'on peut mettre en place dans son jardin. J'insiste sur le fait qu'il soit grand ou petit, le jardin peut être riche de biodiversité. C'est simplement ce qu'on veut vraiment en faire et comment on veut placer ça dans son jardin. Alors, l'année dernière, j'étais présent ici pour mon livre sur branchage et bois mort. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez le comprendre à travers les images qui vont suivre, que c'est lié intimement, puisque tout ce qui tombe de l'arbre revient à l'arbre. Et ça, c'est primordial. Alors, je vous invite à me suivre dans mes haies, les bosquets également, parce qu'ils sont intimement liés, et tout ce qui va être un gage de biodiversité, sachant aussi que planter des arbres aujourd'hui, conserver les arbres anciens, c'est un atout pour le climat, notamment avec ce qu'on a pu connaître les 2 derniers étés, et je vais pouvoir vous en parler après s'il y aura des questions, etc. Le résultat de mon travail sur le sujet est éloquent, il n'y a pas de souci, il faut planter des arbres, et non pas en couper. En couper, oui, mais d'une certaine manière, et garder les anciens, en fait, ces arbres anciens qui sont la clé de voûte du reste. Donc, je vous dis bon voyage. Alors, ce qu'il faut, si vous n'êtes pas prêt à ça, moi, ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai compris très rapidement le rôle des arbres. L'intérêt, c'est l'ornithologie, donc l'étude des oiseaux, qui était ma passion et qui est devenu mon travail sans que ça s'est fait tout seul, en fait. Mais j'ai compris très vite que les oiseaux ne me suffiraient pas. Il fallait que je comprenne sur quel type d'arbres ils allaient, suivant les espèces. Qu'est-ce qu'ils allaient se nourrir sur ces arbres et l'intérêt de tout ça, en fait. Donc, plus le jardin sera arboré, plus il sera riche de biodiversité, parce qu'il y a une vie du pied de l'arbre à son cimier, c'est-à-dire jusqu'à son sommet. Tout ce qui est autour va jouer énormément là-dessus. C'est hyper important. Tout est lié. Il n'y a que l'homme qui est capable de déséquilibrer ça. En France, en plus, on a notre éducation à la française, merci le nôtre, qui a fait qu'on voit le jardin d'une manière très ordonnée, plus que dans d'autres pays. Je pense à la Suède, à la Norvège, à d'autres pays qui n'ont pas du tout la même conception du jardin que nous. Cette problématique,
on va dire, mentale, en fait, nous amène à nous oublier dans nos propres origines. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs et nous sommes en lien profond avec les arbres et le végétal. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et cet oubli, en fait, fait qu'on s'est coupé du sauvage jusqu'au pas de nos portes. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le jardin, et de pouvoir arborer ce jardin pour pouvoir se reconnecter à ce sauvage. Les arbres anciens sont des capteurs cosmiques très très importants. On sait aujourd'hui le rôle qu'ils ont à jouer, ne serait-ce que par leur système racinaire, qui rentre en symbiose avec les mycéliums, donc les champignons, et ce n'est pas tout. Donc, ils ont une importance fondamentale. Donc, quand vous arrivez à un endroit, si dans votre jardin, il y a des vieux arbres, quand je suis arrivé, moi, il y a 15 ans, à l'endroit où je suis aujourd'hui, ce que j'avais fait déjà dans le jardin familial, les différents jardins que j'ai eus dans ma vie, je conserve les arbres anciens et je crée autour d'eux. Et de cette partie arborée, en fait, ce qui va être important, c'est j'en découle 3. Les anciens arbres, donc les vieux arbres, dans lesquels on va compléter avec des haies et des bosquets, le sujet d'aujourd'hui, sans oublier qu'on conserve le bois mort. Il est primordial pour avoir une richesse de biodiversité. Voilà un exemple. La haie que vous avez vue, juste la photo d'avant, vous la voyez ici, il y a quelques années en arrière, c'est-à-dire presque 15 ans. Donc il y a 15 ans, elle était comme ça, juste après 2 ans de plantation. La même haie, 10 ans plus tard. Aujourd'hui, elle a encore grandi, elle s'est étoffée. Ce qu'on peut voir sur cette photo, c'est que vous avez sur votre gauche la haie qui a poussé, qui s'est développée, d'accord ? Sur la partie du côté, vous voyez le bois mort, c'est-à-dire ce que je peux récupérer de ma haie, je vais en faire des haies sèches. Donc je double ma haie vive avec des haies sèches. Ce qui fait que je crée entre les deux le passage que vous voyez qu'on appelle un corridor biologique. Sur ce corridor biologique, ça peut vous faire un site de passage, mais en même temps, vous créez en fait l'espace dans lequel, entre autres, beaucoup d'animaux vont s'intercroiser et vont avoir des relations en fait entre eux. Donc dans ces haies vives, alors moi je me suis inspiré du travail de Dominique Soltner, qui était un ingénieur agronome, et j'ai accentué le travail remarquable qu'avait fait cet ingénieur dans ce qui m'intéressait, c'est-à-dire tout ce qui était biodiversité. Donc la haie bocagère, telle qui était un système agraire qu'on avait mis en place il y a très nombreuses années, a été remis au goût du jour il y a très peu de temps en fait, puisqu'on avait fait dès le début des années 80, on a demandé à couper toutes ces haies vives, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on redonne des subventions à certains endroits aux agriculteurs pour replanter ces haies vives. Donc c'est une des clés pour arborer son jardin. Et ça, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Donc à partir du moment où on plante, on conserve le bois mort, on garde les arbres anciens et qu'on crée des haies et des bosquets, qu'ils soient grands ou petits, son jardin, ce sera pareil. La haie, c'est typiquement une mini-forêt en linéaire, avec le même rôle qu'une forêt, sauf qu'elle est en linéaire. Donc on crée des mini-forêts à l'intérieur même de son jardin. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au minimum, pour chaque arbre planté, c'est 100 espèces animales, je dis bien un minimum, 100 espèces animales qui vont graviter dans cet arbre, soit pour se nourrir, soit simplement pour faire des haltes, ou pour se reproduire. Pour certains chênes, ça dépasse les 400 espèces.
Donc si, comme sur ma haie nord, dans mon jardin, ou ma haie ouest, que vous avez pu voir sur l'image, vous plantez 139 arbres différents pour 98 espèces différentes, ça vous donne déjà une petite idée s'il y a au minimum 100 espèces animales par chaque arbre planté. Après, on ne peut pas dire que le jardin ne peut pas être riche de biodiversité. C'est à nous de le vouloir et à reprendre ce contact avec le vivant au pas de nos portes, de façon à pouvoir nous émerveiller et comprendre ce qui se passe jusque sous nos fenêtres, dans nos jardins. C'est un des meilleurs moyens de se reconnecter au vivant et à la vie sauvage qui nous entoure. Donc, il y a le monde des insectes, les coléoptères, comme les cétoines dorées qu'on voit sur cette photo. Il peut y avoir des hannetons, alors on les aime ou on ne les aime pas, mais ils ont un rôle à jouer aussi. Il peut y avoir des papillons. Donc ces papillons, là c'est une écaille martre, un papillon de nuit. Il peut y avoir des papillons de jour, comme le vulcain, un des plus communs dans les milieux forestiers, et à partir du moment où on laisse son jardin assez arboré, il sera présent dans le jardin. D'autres également qui vont être attirés au printemps par les fleurs, notamment de pruniers ou de prunelliers, comme la carte géographique. Et ce qui va être important, c'est que dès que vous pensez à planter votre haie, il faut que vous l'imaginiez ce qu'elle peut faire quelques années en arrière. Mais avant que chaque tronc d'arbre ait des cavités pour pouvoir accueillir les chauves-souris ou les oiseaux, qu'elle ait des fleurs en assez grand nombre pour nourrir tel type d'insectes pollinisateurs, etc., on peut la peaufiner d'ancienneté, d'où l'intérêt de conserver le bois mort. Donc on peut, comme vous voyez sur cette photo, y incorporer une vieille souche. Et vous pouvez en mettre plusieurs, un peu partout. Donc plutôt que d'emmener du bois mort à la déchetterie, on peut toujours garder. Moi je récupère ceux de chez les voisins parce qu'ils n'en veulent pas. Et donc ces micro-milieux mis bout à bout vont avoir leur importance. Et ça, c'est très important. Si vous plantez une haie, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, vous pouvez très bien mettre sur une surface, je ne sais pas, vous avez une haie qui fait 30 mètres de long, eh bien, tous les 5-6 mètres, vous plantez un piquet. Et sur ce piquet, en attendant que les arbres deviennent creux, vous allez mettre des nichoirs, notamment pour les oiseaux. Et vous pouvez mettre ces nichoirs à différentes hauteurs, avec des piquets plus ou moins hauts. Une fois que la haie se sera peaufinée, ces nichoirs vont s'intégrer, les oiseaux vont savoir qu'il va y avoir des sites de nidification, ils vont pouvoir trouver le gîte et le couvert, et en vieillissant, la haie, les arbres que vous aurez plantés commenceront à avoir des cavités et pourront permettre à des chauves-souris ou à des oiseaux et à bien d'autres choses de pouvoir s'abriter. Donc cette haie, très vite, la faune, suivant l'endroit où on est, moi je suis dans un hameau en campagne, mais très vite, les petits lapins peuvent se promener. Il peut y avoir aussi, vous pouvez avoir la chance, si vous ne tondez pas trop, si vous laissez des espaces en friche, parce qu'ils vont venir compléter ce système arboré, eh bien, vous pourrez avoir même du lièvre qui vienne dans votre jardin, c'est mon cas. Donc, tout est possible. Les chouettes, j'ai un rapport particulier avec les chouettes, puisqu'en ayant sauvé une chouette, l'année d'après, elle nichait dans mon jardin. Donc depuis 15 ans, en fait, je suis la nidification d'une chouette hulotte. La chouette la plus commune, mais la plus difficile à voir, car elle est très discrète. Donc tout ça, c'est des petits trésors au pas de sa porte. Et quand les jeunes naissent, vous participez à la protection de cette biodiversité, puisque je n'ai pas fait le calcul, mais je suis rendu à plus d'une trentaine de jeunes hulottes qui se sont envolés de mon jardin. Puisque ça va de 2 à 4 jeunes à l'année. Mais souvent, ils ne vont pas tous survivre. La chouette effraie, ou effraie des clochers, elle également, elle peut être présente. Elle a besoin de bâtiments, mais elle a besoin de haies bocagères, notamment
pour se mettre à l'affût pour chasser dans les prairies alentours. Donc cette richesse de biodiversité, on peut la jouer de deux manières. Moi, je suis comment dire, j'anticipe les choses, j'essaye d'imaginer, c'est pour ça que ce jardin, je l'ai créé, pour montrer aux gens ce qu'on peut faire dans son jardin pour attirer et protéger cette biodiversité, mais également réapprendre à s'émerveiller, observer. C'est la clé de voûte de mon travail, mais c'est, j'allais dire, votre clé de voûte à vous, c'est entre vos mains, vous pouvez faire la même chose, parce que tout le monde est capable de le faire. Et si on fait tout ça, on est capable de créer, mis bout à bout, le plus grand parc national du monde. Je dis bien le plus grand. Je donne juste un exemple. Quand je suis arrivé dans mon jardin, c'était 7 à 10 oiseaux que j'observais à l'année. Aujourd'hui, je suis à 73 espèces d'oiseaux, dont 31 nicheuses. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Mais si le système n'est pas assez arboré, ça ne marchera pas. Alors on va jouer sur 3 types d'arbres, ce qu'on appelle les caducs, ceux qui perdent leurs feuilles à l'automne, les marcescents, peu de gens connaissent ce nom, c'est ceux qui perdent leurs feuilles seulement quand les autres commencent à repousser au printemps. Donc on a le charme, la haie de charmille, mais la haie de charmille, c'est pas top. Un charme qui devient adulte, c'est autre chose. Donc le charme, également les hêtres, ou fayards, et puis certains chênes, comme le chêne chevelu, par exemple, mais il y en a d'autres. Et également les semi-persistants et les persistants. Et où j'innove, c'est que je mets même jusque dans mes haies des persistants tels que des conifères. C'est voulu. Ça, c'est d'après mes observations que j'ai pu faire dans différents milieux, différentes forêts un peu partout en France, en Europe, à l'étranger, notamment au Canada, où en fait, je me suis aperçu qu'à chaque fois où il y avait les 3 types d'arbres à peu près égaux en quantité, la richesse était phénoménale, aussi bien chez les insectes, chez les mammifères, que chez les oiseaux, entre autres. Et ça, à partir du moment où vous le constatez, vous vous dites, tiens, je peux peut-être adapter quelque chose au pas de ma porte. Pourquoi, en France, on n'a pas pensé à appliquer ce système-là? Vous pouvez le faire dans votre jardin, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Donc on va varier les espèces. On va varier les espèces parce que ces espèces vont attirer d'autres espèces végétales, notamment au pied des haies. Au pied des boisés, il va y avoir d'autres types de plantes. Ça peut être des géraniums, comme on voit sur la photo, mais il y en a plein d'autres. Il va y avoir des plantes qu'on peut planter soi-même, qui peuvent être des cultivars, ce qu'on appelle des cultivars, parce que ce n'est pas l'espèce originale. C'est là où moi aussi mon travail n'est pas toujours en accord avec d'autres naturalistes, où on veut tout avec des espèces locales. Je suis d'accord, mais moi j'accorde 15 à 20% avec des espèces qui peuvent être autres, à condition, je dis bien, à condition qu'elles aient un intérêt pour la faune, qu'elles soient adaptées dans la région dans laquelle vous êtes et au climat dans lequel vous êtes. Et ça, c'est hyper important ce que je dis. Et donc cette relation intime qu'il va y avoir entre les animaux et le végétal que vous allez mettre va également faire partie de votre vie. Parce que ce qu'on oublie, et ce que j'aurais peut-être dû dire au départ, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous le savez depuis longtemps, on est une espèce parmi les autres. Et à partir du moment où on se voit en tant que tel, et non pas une espèce soit supérieure, mais au moins en relation avec les autres, ça change toute la donne. Et dans le jardin, aujourd'hui, c'est comme si s'était installée une communication avec ce règne animal et végétal.
Je peux faire des observations, ma compagne elle est cachée quelque part, elle le sait. Je peux faire des observations dans mon jardin sans être caché en fait. Les animaux me parlent, on se parle. Je n'ai pas besoin de parler, hein, c'est dans la tête que ça se passe. Et je pourrais vous donner des tonnes d'exemples, on en parlera tout à l'heure pendant le moment des questions, mais c'est hyper important. Donc la haie va s'étoffer avec une richesse d'arbres et d'arbustes qui va être très variée entre ces marcescents, ces caducs et ces persistants et semi-persistants. Si on garde le bois mort qui va tomber au fur des années plutôt que de l'emmener à la déchetterie, parce que c'est une aberration, hein. Gardez ce bois mort, tout ce branchage, vous pouvez allumer votre foyer de cheminée par exemple, mais vous pouvez vous en servir pour faire des haies sèches. Et ces haies sèches, ce bois empilé, est d'une richesse qui vient complémenter le reste. Et cette richesse, il faut quand même savoir que dans ce bois mort, on a la quasi-totalité des plus grands auxiliaires pour le jardinier. Je pense, entre autres, à certains reptiles, comme le lézard vert, qui est un prédateur qui est capable d'aller jusque dans les galeries de campagnols pour choper les jeunes campagnols. Moi, je l'ai vu faire, donc je sais mais personne n'en parle. D'autres vont être les carabidés, donc des insectes coléoptères, qui sont, eux, liés au bois mort, puisqu'ils vont rechercher des tas de bois morts ou des souches pourrissantes pour pouvoir y passer l'hiver. Donc ils vont jeûner pendant plusieurs mois. À partir du moment où l'hiver se finit, ils n'ont pas boulotté, en fait, ils n'ont pas mangé pendant des semaines. La première chose qu'ils cherchent et qu'ils vont faire dès que le printemps arrive et qu'ils vont sortir de ces tas de bois, c'est de rechercher en priorité tout ce qui est larves et œufs de limaces et d'escargots. Donc à partir du moment où on sait ça, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc le bois mort, oui, c'est propre. Oui, c'est important. Oui, c'est indispensable. Et oui, il en faut et il faut le garder. En plus, il retient la fraîcheur. Et non seulement il retient la fraîcheur, si vous disposez ça où il faut, dans un autre sujet, notamment pour les mares naturelles, si vous mettez des vieilles souches au bord de vos mares ou des fagots de bois mort, etc., eh bien vous allez faciliter certains batraciens à y passer l'hiver. Parce que le bois mort garde l'humidité. Et certains plus que d'autres. Je pense au bouleau, par exemple, mais il y en a d'autres. Donc, cette humidité va être des endroits propices à des amphibiens comme les tritons, par exemple, ou les grenouilles, pour pouvoir y passer l'hiver. J'oublie même la salamandre. Donc, la haie sèche, oui, elle vient compléter la haie vive, ou haie bocagère. Les carabes, en voilà un, le carabe violacé. Aujourd'hui, sur mon jardin, j'ai 4 espèces différentes, et j'en soupçonne une 5e. Mais je peux le prouver, d'après mes photos et d'après mes observations, que sur 4 espèces pour l'instant. Donc le carabe violet, c'est un mangeur de limaces et d'escargots. Vous avez également la jardinière, qu'on appelle le carabe doré. Et elle aussi, comme l'autre. Donc quand vous commencez à en avoir 4, vous savez, mais quand je dis 4, c'est 4 espèces différentes, ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs par espèce. Donc vous savez que vous avez réussi quelque chose. Et que là, vous pouvez faire entre autres des haies sèches, ce que j'ai fait en place, autour de mon potager, dans mon jardin paradis, qui aujourd'hui sont presque devenus des planches de culture, mais ça, ce sera pour une autre conférence. Et donc je mets mon jardin potager également sous haute protection. Et j'ai les prédateurs pour les œufs et les larves de limaces. Ce qui n'empêche pas que j'ai des limaces, hein. Mais au moins, j'ai des prédateurs pour. On a vu le lézard vert aussi tout à l'heure. Donc ce bois mort, il va attirer aussi des micro-mammifères, comme les mulots. Celui-là, c'est un mulot à collier. Donc, c'est des trombines marrantes, indispensables pour certains prédateurs, mais ils ont leur rôle également à jouer. Ce sont des habitants du bois mort, mais ils ont leur place. Et forcément, s'il y a des mulots
dans les haies de bois mort, il peut y avoir également les prédateurs qui vont arriver. Et ces prédateurs, comme l'hermine par exemple, adorent les haies sèches et les tas de bois, ainsi que les tas de cailloux. Donc ce bois mort, il est aussi utile qu'esthétique. Pensez-y. Là, ça vous donne un exemple dans mon jardin, hein, d'un cerclage autour d'une prairie friche, où la biodiversité est très dense, puisque les milieux se complétant, ça rajoute beaucoup de choses. Et donc ça vous donne une idée de ce que peut faire du bois mort empilé, voire plessé ou tressé à la méthode féodale, puisque je m'inspire de ce que j'ai pu voir ou lire, et le résultat est étonnant. Donc des oiseaux, bien évidemment, vont graviter autour de ces haies et de ce système arboré que vous allez mettre en place, avec lequel vous allez récupérer votre bois mort. Il va y avoir des granivores, comme on a vu le chardonneret avant, ou du gomme-mouche gris, comme sur cette image, qui va être lui vraiment un chasseur d'insectes, et qui aura besoin donc des ombrages de la haie pour aller capturer différents types d'insectes, dont les moustiques. Vous allez avoir aussi dans tout ce qui est persistant, comme les conifères, des espèces d'oiseaux qui sont les plus petits d'Europe, les roitelets. Celui-ci, c'est un roitelet à triple bandeau. Et lui aussi, par sa taille, il est capable d'aller chasser des proies sous les ramilles des conifères que les autres oiseaux étant plus gros, ils ne peuvent pas, ils sont trop gros. Tandis que lui étant très léger, il fait 5 grammes. Hein. Donc 5 grammes, c'est pas plus gros que mon pouce. Hein. Et donc, il peut aller prendre des proies que d'autres n'iront pas chasser. On applique là, en fait, la haie, tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, ce que je peux appliquer autour de mon potager, c'est ce que j'appelle, moi, le fouillis végétal. Et ce fouillis végétal, c'est la clé de réussite d'un jardin de biodiversité et d'un jardin potager réussi. Plus il y a d'espèces différentes, plus le fouillis est en place, il y aura toujours un juste équilibre entre les proies et les prédateurs. Alors que si on veut tout propre, tout bien-être, c'est pas possible. Et ce ne sera jamais les prédateurs qui prendront le dessus, ce sera toujours ceux qui sont les plus envahissants. Donc ce roitelet triple bandeau, à partir du moment où il a ce qu'il faut chez vous, il peut s'y installer, il peut y nicher et nourrir ses jeunes. Son petit cousin, le roitelet huppé, pareil, c'est des conifères, mais il est encore plus inféodé aux conifères que le premier. Et lui, même chose. Rouge-queue à front blanc, un oiseau typique. Quand je suis arrivé, ils n'étaient pas présents. Serincini. Parmi les 4 oiseaux qui sont en chute libre, parmi les passereaux, en fait, les petits oiseaux chanteurs de par chez nous, qu'on peut trouver dans les jardins, suivant les endroits et comment ils sont arborés et agencés, on va dire, le Serincini, le verdier d'Europe, le chardonneret qu'on a vu tout à l'heure, la linotte mélodieuse, font partie des passereaux qui sont en chute et en disparition. J'ai la chance d'avoir le verdier, le chardonneret et le Serincini nicheur chez moi. La linotte mélodieuse, il lui faut un milieu encore plus ouvert. C'est pour ça que je laisse des parties clairières, mais elle a vraiment, c'est un optique de milieu, elle est capable d'aller dans les vignes, sur les prairies pâturages très ensoleillés, le littoral marin. Donc c'est un autre oiseau différent. Et par contre, les 3 autres, vous pouvez les avoir. Donc là, on voit une femelle qui s'apprête à construire son nid avec du crin. Les mésanges à longue queue. Donc les mésanges sont parmi les auxiliaires les plus précieux, hein, avec ce boisé. Donc les mésanges, c'est une riche biodiversité et un juste équilibre à partir du moment où on sait boiser son terrain, l'arborer d'une manière judicieuse, en relation intime avec la nature sauvage qui nous entoure. Sur cette image, vous voyez donc une mésange charbonnière avec une chenille. L'image suivante, une mésange charbonnière avec une araignée. L'image suivante, une mésange charbonnière avec une libellule.
L'image suivante, une mésange charbonnière avec un diptère, une forme de mouche. C'est une mouche. L'image suivante, un petit charançon, donc un coléoptère. Et ici, à l'arrivée au nichoir, des pupes, c'est-à-dire des œufs de certains insectes. Donc, les mésanges sont parmi les auxiliaires les plus précieux. Arborer son jardin judicieusement vont les attirer. Aujourd'hui, j'ai 5 espèces de mésanges différentes dans mon jardin. Quand je suis arrivé, il n'y en avait qu'une. La mésange charbonnière, celle qu'on voit là sur la photo, qui est la plus commune. Mais aujourd'hui, j'en ai 4 de plus. Donc, ce sont des auxiliaires précieux, et comme vous avez vu, c'est pour ça que je vous ai montré ces photos, elles sont capables de chasser des proies riches et variées. Quand je les suis au nichoir, notamment, ou dans certaines cavités dans mes arbres au printemps, quand elles nichent, je peux voir ce qu'elles amènent à leurs jeunes en 1 heure. En 1 heure, ça peut aller de 30, voire jusqu'à 60 proies différentes. Donc ça vous donne une idée du rôle que le système arboré est important. S'il n'y avait pas de système arboré, elle ne pourrait pas avoir cette qualité de menu aussi vaste. Mais n'empêche que ça marche. Donc on peut trouver toutes sortes de chenilles du sphinx à tête de mort, plus connues dans les planches de pommes de terre, entre autres. Les tourneaux sansonnets. Les tourneaux, j'ai eu la chance d'aller dans certains pays de l'Est, dans chaque jardin, notamment en Pologne, il y a un nichoir à étourneaux. Je dis bien dans chaque jardin. Pourquoi chez nous, il n'y a pas de nichoir à étourneaux? Moi, je suis leur nidification tous les ans, et c'est un des oiseaux qui a un régime éclectique très varié et qui est capable de chasser et de s'adapter en fonction de ce qu'il y a. S'il y a une pullulation de grillons, il donnera des grillons à ses jeunes. S'il y a une pullulation de tipules, identique. Ce sera la proie qui sera la prioritaire. Il est même capable d'aller prélever jusqu'à des grosses sauterelles, voire des petites grenouilles. La citelle torche-peau. Chaque oiseau, eux, vont avoir une aptitude. C'est le seul oiseau d'Europe qui est capable de descendre le long du tronc, la tête en bas. Mais grâce à ça, elle est capable de voir des proies que les autres ne peuvent pas voir. Parce qu'en descendant le long d'un tronc, on ne voit pas les choses de la même manière que si on monte le long d'un tronc. Et donc, elle est capable de chasser des proies que les autres n'iront pas chasser. Le grimpero, ben lui, c'est l'inverse. Il grimpe le long des troncs, mais il monte en spirale. Une fois qu'il a fini d'inspecter soit le tronc ou une branche, il redescend au pied d'un autre et il continue. Le grimpero n'était pas nicheur quand je suis arrivé. Aujourd'hui, il est nicheur. Le geai. Oh, on n'aime pas les corvidés, mais pourtant, ils ont leur rôle à jouer. Le geai des Cènes, c'est un omnivore. Donc, il est capable de manger aussi bien des fruits à coque ou à baie, en fait. Il est capable, mais également des insectes. Il est également capable aussi de prélever des jeunes dans des nichoirs. Les stratagèmes, la pie fait pareil. Mais ils ont un rôle primordial. Les reptiles. Il n'y a pas de jardin sans reptiles. Ils sont en haut des chaînes alimentaires, c'est comme la chouette hulotte que je vous ai parlé, les rapaces nocturnes qu'on a vues tout à l'heure. Ils sont en haut des chaînes et ils sont là, ils ne sont pas là pour rien. Plus votre jardin sera arboré, moins vous aurez de chances d'avoir de vipères. Par contre, vous aurez des couleuvres. Ça dépend de l'endroit où vous êtes, mais vous aurez des couleuvres. Les 2 dernières arrivées dans mon jardin, c'est la couleuvre d'Esculape et la couleuvre verte et jaune. Donc aujourd'hui, entre les différentes espèces que j'ai, alors c'est des animaux que je vois très peu, mais par contre, ils sont là et ils assurent leur rôle. Donc ça, c'est la couleuvre d'Esculape.
Celle d'avant, c'était la couleuvre. Alors, anciennement appelée couleuvre à collier, aujourd'hui, c'est la couleuvre helvétique. Les arvères qu'on retrouve, ça peut être un grimpeur. Donc, il est capable d'aller sur la partie basse des haies et des bosquets, d'aller sur les haies sèches, comme on a vu tout à l'heure. C'est un mâle. Vous allez avoir les mammifères, tels que les musaraignes, qui sont des auxiliaires très précieux. Là, vous avez la crocodile musette. Excusez-moi, ça, c'est la crocodile leucotte. Et ensuite, vous avez la crocodile musette. Elles se ressemblent, mais quand on les voit de près, il y a des différences. Toutes deux sont des auxiliaires très précieux et qui s'occupent de manger. Elles sont capables de manger en une nuit leur poids. L'écureuil, on peut la chance de l'avoir. À partir du moment où on a des arbustes à coque comme le noisetier dans son jardin et puis quelques conifères comme des pins, il peut être présent. Mais il a besoin des vieux arbres. Donc conserver les vieux arbres. S'il n'y a que des jeunes arbres, il pourra être de passage, mais c'est tout. Ça, c'est un gîte. C'est un gîte à écureuil. Il peut y avoir une ouverture en bas comme une ouverture en haut. J'ai même vu le rouge-queue à front blanc nicher dedans, mais c'est le plus éclectique dans le choix de nidification. Donc l'écureuil peut venir. Une de mes grandes réussites, c'est d'accueillir le muscardin. Si je n'avais pas planté de haies champêtres, je n'aurais pas de muscardin. Donc les lisières de mes haies peuvent accueillir le muscardin, qu'on appelle également le rat d'or. Alors il mange des petits fruits et entre autres il adore les noisettes. Et puis le jardin, en fonction de comment il est créé, avec amour ou pas, eh bien, on peut avoir d'autres surprises. Ça peut être un blaireau, ça peut être un chevreuil, ça peut être plein de choses qui peuvent arriver. Et ça, c'est les petits bonheurs du jardinier naturaliste que je suis, en plus photographe, mais pouvoir s'émerveiller ou d'avoir un lièvre qui passe au moment où vous avez des convives sur la terrasse en train de déjeuner, alors que le lièvre il continue à ses occupations, c'est que le travail marche. Je suis une espèce parmi les autres, les animaux m'acceptent et je peux entrer en communication et en travail étroit avec eux. La nature ne demande qu'à collaborer avec nous. Elle ne demande que ça. À nous de réapprendre, prendre un autre regard sur les choses, savoir s'émerveiller, écouter, sentir, toucher. Et je pense que ça, c'est l'avenir, en plus avec tout ce qui peut-être nous pend au nez, eh bien, c'est une manière de voir les choses différemment et avec beaucoup plus de joie et de résilience à tout ça. La saison des baies et des fruits, forcément, elle va être vaste. Et là, on va dans le type d'arbre ou d'arbustes vous pouvez planter. L'if, notamment, donc un persistant. Eh bien, l'if, c'est un arbre qu'on peut choisir dans son jardin comme conifère persistant. Donc, sa graine est à l'intérieur d'une pupe, une pulpe. Donc, certains oiseaux vont se nourrir de la graine et d'autres que de la pulpe. Pour nous, c'est un fruit toxique. L'aubépine, même chose. Hyper important. En plus, on a dans tout ce qui était arbre caduc que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir des épineux. Et ces épineux, ils sont aussi très très importants. Ils ont souvent des fruits très, très nourriciers pour la faune et pour la biodiversité. Fusain d'Europe, on appelle bonnet de prêtre. Lui, pareil, ces graines qui sont à l'intérieur, même les petits fruits charnus qui sont au-dessus sont très très attractifs pour de nombreux animaux et entre autres pour les oiseaux. Le merlot noir en raffole, mais il n'est pas le seul. À l'automne, on peut avoir la chance de voir des menthes religieuses se balader dans le fusain, mais pas que, il peut y avoir beaucoup de choses. Les prunelles, donc le prunelier. Ces prunelles, eh bien, elles aussi, elles sont comestibles pour nous. On peut en faire des sirops, on peut en faire de la liqueur, on peut en faire plein de choses. Mais elles sont très appréciées de la faune également. Donc, c'est des arbustes à privilégier aussi. Épineux également, qui fleurissent au printemps avec leurs fleurs qui vont
permettent à de nombreux insectes de polliniser. Le cornouiller mâle, avec des fruits comme une olive, mais qui se mangent rouges, qui sont comestibles pour nous. L'épine vinette, plus connue en montagne, c'est un petit épineux, plutôt un petit arbuste, mais qui peut avoir son intérêt dans un jardin. Ouais, je le constate notamment au printemps, quand il y a la floraison avec de nombreux insectes qui viennent dessus, et notamment le petit capricorne. L'argousier, donc comestible pour nous, et qui, bien évidemment, attire de nombreux oiseaux, tels que les fauvettes à tête noire, quand elles commencent à redescendre plus vers le sud pour passer l'hiver. Bien qu'avec le réchauffement, on va dire, c'est un oiseau qui pouvait rester sédentaire par chez nous en hiver et qui va peut-être le faire dans les années qui vont venir. Et peut-être en devenir un sédentaire total. Pour l'instant, il bouge encore, mais ça dépend des années. L'aviornobier, même chose, hyper important. C'est une des plantes qui va tenir ses fruits jusque tard en saison, voire jusqu'en février, en fait. Donc ces fruits, en période d'hiver, c'est une manne pour la biodiversité et entre autres pour les oiseaux. On voit encore une fauvette à tête noire à côté d'un noisetier avec également une viornobier. Donc ce système arboré riche est la clé de voûte pour le reste. Pivert, hibou moyen-duc, griffe-draine, c'est le b.a.-ba en fait si on veut attirer tout ce genre d'espèces. Jouer sur les couleurs avec les arbres et les arbustes, c'est important. Dans un jardin, ça fait du bien à l'œil, mais il faut savoir que pour les autres êtres vivants que nous, c'est la même chose. S'ils savent que mon jardin aujourd'hui, en fait, est l'oasis du hameau du Mont-Velane. Donc j'ai encore vu dernièrement du loriot, notamment venir boire au mar ou signaler son passage dans les arbres les plus grands. Quand j'ai commencé à observer le loriot, je ne m'imaginais pas que presque 45 ans plus tard, je pourrais le faire passer dans mon jardin. Alors que je l'observais sur les coteaux de la Sèvre nantaise, à côté de Clisson, en Loire-Atlantique. Donc tout est possible. Tout ce qui va être plante grimpante, le lierre à conserver forcément. C'est une plante grimpante et rampante qui est capable de fleurir tardivement en saison et de garder ses baies dans l'hiver. Donc forcément, c'est intéressant. Et en plus, ces fleurs, comme elles sont en fleurs à partir de novembre, des fois un peu avant, ça va permettre à des pollinisateurs, tels que toutes les abeilles sauvages, notamment les bourdons, de venir polliniser. Donc, importance de toutes ces plantes grimpantes également. Et notamment du lierre. Donc le chardonneret, l'automne va s'installer. Et donc, on va trouver ce que j'appelle les traînes buissons, qui vont être en lien avec le bois mort, tels que la senteur mouchet. Les fauvettes à tête noire, on les a vues tout à l'heure. Elles peuvent être de passage. En ce moment, j'en ai plein qui sont de passage avant de redescendre plus au sud. Le troglodyte million, on est capable d'entendre son chant jusqu'à 1 kilomètre, tellement il est tonitruant. Et c'est un traîne buisson. Donc, le bois mort et la haie vive, type haie bocagère sur les parties basses, c'est son lieu de prédilection. Il n'était pas nicheur dans mon jardin, il est nicheur aujourd'hui. Les griffes-draines, qui vont être de passage, elles vont venir se baigner dans les mares, mais le système arboré va leur permettre de trouver... Il ne faut pas oublier que c'est une montagnarde. C'est celle qu'on surnomme la griffe du gui. Et donc, le système arboré est très important pour elle. Donc, avoir de la griffe-draine dans son jardin de passage, c'est pas mal. Entre la mauvie, la draine, la litorne, la griffe musicienne, je sais que j'ai réussi mon pari. Et vous pouvez faire la même chose chez vous.
Voici une haie côté route, c'est la haie nord, côté route chez moi. Elle s'est encore bien étoffée. La voici côté jardin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la haie s'ajoute ce que j'appelle l'effet de lisière. Cet effet de lisière, c'est quand deux milieux se rencontrent. Et entre autres, on a parlé des parties basses de la haie, mais il y a toute la partie herbacée qui va donc continuer. Et donc cette lisière, cet effet de lisière, quand je suis à chaque fenêtre de ma maison, j'ai l'impression d'être en lisière de bois, comme si j'étais à l'orée d'une forêt, en fait, jusque dans mes WC. Je pousse loin, mais en fait, c'est ça l'intérêt. C'est se reconnecter à ça pour pouvoir, la chance de pouvoir continuer à observer ça au pas de sa porte, c'est un trésor vivant. Et c'est ce que nous devons faire si on veut aller vers un avenir meilleur dans nos jardins, pour le vivant et pour ce qu'on a à comprendre, en fait, en contact avec ce vivant, qu'il soit végétal, animal, minéral, c'est pareil. Et forcément, dans une haie, des bosquets, il y a une vie, des interactions, et on le voit très bien sur cette photo, entre un rouge-gorge et un mulot à cogner. J'étais là au bon moment, mais j'en vois tous les jours des... Donc en fait, il faut penser à ça. Tout peut jouer, il y a simplement mettre l'idée, je suis une espèce parmi les autres, je me connecte à ce vivant, je fais en sorte que je vais leur permettre d'avoir le gîte et le couvert, je plante un système arboré riche de biodiversité, petit à petit les choses vont se mettre en place et le résultat sera là. Pique et pêche, jouer sur la verticalité et l'horizontalité, c'est très important. C'est ce qu'on devrait faire dans nos villes, mais on nous l'oublie. On joue que sur la verticalité en ce qui concerne la végétalisation, mais jamais sur l'horizontalité. Et donc les deux sont importants. Ils sont indissociables. Verticalité et horizontalité. On le voit sur ces deux images. Et en toute saison, la beauté rime avec la biodiversité. Les feuilles mortes, c'est une matière précieuse. C'est comme le bois mort. Tout ce qui tombe de l'arbre revient à l'arbre. On ne prend pas un quad, une petite remorque. Non, je ne dis pas ça, c'est un de mes voisins. Il n'est plus là, c'est pas grave. Je mets mes feuilles mortes et je vais les emmener à l'orée du bois. C'est pas possible. Il n'y a pas meilleur pour plein de choses. Moi, j'en mets dans mes murets de branchage autour de mon potager. Ça va me permettre d'avoir ce qu'il me faut en matière précieuse pour faire planter mes semis au mois de mai, une fois que les seins de glace sont passés. Donc, parce que dans ces feuilles mortes, il va y avoir des insectes, comme le mille-pattes à dos plat, qui est un détritivore et qui permet de miner, en fait, la matière et d'avoir ensuite un terreau riche et varié. Non seulement les feuilles vont garder l'humidité, mais en plus, elles vont amener une faune qui permettra à une autre faune de se nourrir et ainsi de suite. Le juste équilibre. Les grenouilles, la grenouille agile notamment, elle est dans mes mares, mais elle vient se reproduire mars-avril, elle repart, elle va dans les boisés, donc mes parties arborées, et quand il y a l'automne, elle est dans les feuilles mortes, et ensuite elle va se planquer sous une vieille souche ou sous du bois mort. Ça va permettre de jouer sur la complémentarité des milieux, en fait. Vous créez une mare naturelle, vous créez un système arboré, une haie, un bosquet. Sur cette image, vous avez ce que j'appelle mes 40 mètres carrés de biodiversité. J'ai fait en résumé sur cet espace-là ce qu'il y a sur mes 5000 mètres carrés. C'est pour donner envie aux gens de faire des choses même sur des petits espaces. Alors bien évidemment, mes 5000 viennent en répercussion avec ça, mais ce qui n'empêche pas,
C'est un des endroits où lequel, matin, quand je prends le petit déjeuner, de ma fenêtre, je vois déjà des choses. Donc je m'émerveille dès le matin. Donc je suis déjà en contact avec ce vivant dès le matin. Et c'est un des endroits où j'observe et je photographie souvent des choses extraordinaires au pas de ma porte. Donc c'est possible. Donc cette complémentarité des milieux, et on le voit sur cette image, végétalisation, donc arborée, bois mort, de l'eau, la mare naturelle, c'est ce qui est le plus simple à mettre dans un jardin. Et là, vous avez une complémentarité, le minéral aussi. Ça, c'est sur un petit espace. Donc ça vous donne une idée de ce que j'ai fait sur mes 5000 mètres. Et donc ça, c'est possible. Et ça, tout le monde peut le faire chez soi. En créant ce bois mort que vous avez vu près de la mare, je vais avoir des crapauds qui vont passer l'hiver sous les cailloux ou sous le bois mort, comme des tritons. Ce que je disais à un autre moment dans ce que je vous présentais. De la salamandre. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues, mais elles ont été présentes. Les batraciens, ça bouge, ça peut bouger, ça peut... en fonction de plein de choses, mais j'en ai toujours. Le hérisson, l'état de branchage, le bois mort tout à l'heure, le pied des haies, c'est un milieu parfait pour lui. Les mulots, on les a déjà vus. Campagnol roussâtre, tout petit campagnol, lié au boisé en fait et au bois mort. Donc, sympa de l'avoir. De toute façon, il y aura les prédateurs pour. S'il y a des grands arbres en fond de vos haies, vous aurez du faucon cresserelle qui viendra chasser, ou de l'épervier. Donc, entre les mésanges, les rapaces qui viennent chasser, les différents types d'oiseaux, comme ici une mésange huppée, qui vient donc dans les cônes de pin pour prendre, notamment à l'automne, les pignons qui sont à l'intérieur. Mais elle se nourrit pas que de ça. Et alors, j'ai pas pu affirmer la nidification cette année, mais elle était de passage. Et cette année, elle a été présente également pendant la période de nidification. Je n'ai pas trouvé la nidification, mais par contre, elle a été présente. Le rouge-gorge, l'ami du jardinier, l'épervier, donc on passe à l'hiver. Alors si vous voyez un épervier, ne dites pas comme des fois, je ne voudrais pas avoir de l'épervier, qu'est-ce qu'il faut faire? Et au contraire, si vous avez de l'épervier, c'est que votre jardin commence à être riche de biodiversité. Et en hiver, si vous faites une aide aux oiseaux l'hiver, ce n'est pas en donnant énormément de graines que c'est intéressant, c'est en voyant ce que vous avez vu avant sur mes photos, c'est-à-dire en plantant des types d'arbres et d'arbustes qui ont des baies. Les oiseaux, notamment, vont pouvoir se nourrir de ces baies ou de ces graines, et l'épervier viendra peut-être en chasser quelques-uns, mais il joue son rôle. C'est normal. Le jet, c'est un semeur de graines. On le voit ici, aussi bien avec des noisettes qu'avec des châtaignes. Là, c'est une châtaigne qu'avec des glands pour les chênes. Eh bien, comme l'écureuil, en fait, il va faire des réserves. Et en faisant ces réserves, il en oublie. Et ainsi, il participe à la régénération des forêts. Et entre autres, chez moi, il participe à la régénération de mes boisés. Il peut y avoir des oiseaux de passage comme les jaseurs de Bohème. Forcément, les arbustes à bec qu'on a vu tout à l'heure comme l'aviornobier, j'en ai pas parlé aussi, mais le sorbier des oiseleurs, eh bien, il peut y avoir un jour d'invasion, parce que c'est un oiseau qui fait des invasions, en fait, eh bien, il peut être passage dans votre jardin. Bouvreuil-pivoine, idem. On a vu tout à l'heure l'if et tout, ce sont des oiseaux comme le gros bec casse-noyau. Ils sont capables. En fait, ce n'est pas la pulpe du fruit qui les intéresse. Il la mâchouille, il la recrache. C'est la graine. Et là, même chose, sur de l'aviornobier, un bouvreuil pivoine femelle, là, elle est en train de mastiquer pour pouvoir récolter la graine qui est à l'intérieur. C'est ce qui l'intéresse. Ce sont des granivores hautement spécialisés, entre autres pour ce type de baie. Même le rouge-gorge en tas de froid
est capable d'aller sur la Viornobier pour, lui, par contre, se nourrir du fruit. Et puis ça donne de belles rencontres entre des mésanges, le pic-et-pêche. La beauté est partout. Ce n'est pas elle qui manque à nos yeux, c'est notre regard qui ne sait pas la voir. À nous d'en faire un atout en faveur de l'équilibre des milieux jusqu'au pas de nos portes pour réenchanter le monde de demain. Je suis ouvert à vos questions. Ouais, alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, une première. Dans votre ouvrage, est-ce que vous abordez la liste exhaustive des espèces d'arbustes, notamment avec des fruits? Il y a un tableau, oui. Il y a un tableau qui est là-dessus avec la quasi-totalité des photos de certaines de ces espèces. Et je suis le seul à avoir fait ça, c'est-à-dire mon travail d'ornitho, de naturaliste, m'a permis de... Comme j'ai fait mon laboratoire, enfin je le fais depuis des années, mais encore plus dans ce jardin-là, ça me permet d'observer ces arbres quotidiennement et à toutes les saisons, on va dire, et au fil des années. Donc ça m'a permis de voir quel type d'oiseau allait plus sur du charme, ou de type de mammifère, et pourquoi et comment. Donc vous avez en plus non seulement l'arbre, dans les arbres que c'est, comment les planter, dans quel sol ils sont le mieux, et en même temps une dernière colonne où les oiseaux, parmi les visiteurs principaux de ce type d'arbre. En fait. Avec des exemples, il y a surtout les oiseaux, mais il y a également des mammifères, certains insectes. Voilà. Une liste précieuse qui peut vraiment vous aider pour aménager votre haie. Et vous avez le pas à pas jardin. en plus. Vous avez le pas à pas dans le livre, comment créer une haie sauvage en fait. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut faire dans une commune ils obligent de tailler les haies à 1,80 m? Alors, redites-moi la question, je n'ai pas entendu le début. Dans une commune, ils m'obligent à tailler les haies à 1,80 m. Donc du coup, on ne peut pas faire tous ces trucs diversifiés. Alors ça, déjà, ce que j'aimerais savoir, pourquoi cette commune a décidé ça? Je ne sais pas. Ça, je saurais pas. Moi, on me fait un truc comme ça, je m'oppose. Il n'y a pas de loi qui demande à une commune de tailler les haies à 1 mètre. Attendez, il y a un élément de réponse peut-être là, mais je vous demande de bien demander le micro parce qu'en fait, les conférences sont enregistrées. Et d'ailleurs, je vous signale que Espace Nature Isère les tient à disposition si vous avez envie de la réentendre ou de la faire connaître à des amis. Vous la retrouverez sur YouTube. Tout sera indiqué sur le site d'ENI d'ici une quinzaine de jours. Non, je disais... je ne suis pas sûre de moi, mais je pense qu'il s'agit peut-être de règles d'urbanisme qui sont sur les haies mitoyennes. Ou le long des routes, mais c'est en limite de propriété. En bord de route, ça serait en bord de route. Vous aviez un élément de réponse ou c'est une question ? Il me semble que quand la haie est en bordure de propriété, à moins de 50 cm de la limite de propriété, il y a une limitation à 2 mètres de hauteur. Il me semble que c'est dans les règles d'urbanisme. Et si on veut avoir des arbres ou des végétaux dépassant 2 mètres de hauteur, il faut qu'ils soient à 2 mètres de la limite de propriété. Non, mais alors ça, on est d'accord. Donc c'est pour ça que j'attendais de voir s'il y avait des éléments. En fait, c'est simple. Si vous décidez, moi j'ai fait le choix de faire des haies bocagères, c'est-à-dire des haies libres et sauvages. C'est le type bocager. Ces types de haies-là doivent être à 2,50 m de la limite de propriété. D'accord ? On ne peut rien vous dire. À 2,50 m, moi je les ai mis à 2,60 m. Sauf celles qui étaient là avant que je m'arrête, que je suis obligé de tailler, on va dire, au moins une fois dans l'année, puisque ça pousse,
Et ce qui m'embête d'ailleurs, certains, j'ai commencé à les rénover au fur et à mesure, mais en fait, il faut qu'elles soient placées à 2,50 m. Par contre, si c'est une haie taillée, c'est 60 cm de la limite de propriété ou de la route. Donc ça répond à votre question, monsieur. C'est 60. C'est ça, hein? Ok. Donc si vous voulez avoir une haie que vous si pouvez vous êtes à laisser 60, pousser, elles doivent être taillées. Mais vous êtes dans un hameau, en milieu périurbain, urbain? Périurbain, à Chabon, en fait. Ouais. Et la haie, elle y était quand j'ai acheté le terrain, quoi. Oui. Donc, la haie y est, mais personne... Attention, quand on dit tailler, vous la taillez, mais au niveau de la hauteur, vous pouvez la laisser à n'importe quelle hauteur. Ah ben, je sais pas, c'est la commune même qui taille. Oui, mais posez-leur la question. Ouais. D'accord, merci. Posez-leur la question. Logiquement, ils ne peuvent pas vous l'interdire de la faire monter. Vous la taillez de façon à ce qu'elle ne soit pas côté route, mais par contre, vous pouvez la laisser. J'ai un peu un souci comme ça avec un voisin, donc je sais de quoi je parle. Je n'ai pas cédé. Il fallait que je taille ma haie pour que ça n'abîme pas son camping-car. Et cette année, il faut que je taille ma haie pour que ça n'abîme pas le camion qui l'amène, parce que ce n'est pas à lui, il a peur de l'abîmer. Alors que ça ne le dérange absolument pas. C'est peur de la nature, ça c'est autre chose. Mais n'empêche que, pour dire, et mes arbres, moi, ils sont, certains, ils sont à 10 mètres. Hein. Alors, il y avait une question ici. Par contre, ils sont taillés sur la partie basse. Bonjour, je vous remercie pour la présentation du Jardin de mes rêves, pour votre discours sur l'émerveillement et la beauté. Et j'ai cru comprendre que vous faisiez le potager, j'ai entendu parler de semis. Comment faites-vous avec tout ce petit monde? J'ai des gens dans ma famille qui font le potager, qui me parlent beaucoup de mulots, qui mangent tout. Comment vous vous organisez par rapport à ça? Ça, c'est un autre débat. C'est un débat, je vais être clair avec vous. Ma compagne me suit dans mon approche et dans mon travail de terrain, on va dire. En fait, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Si j'ai créé ce jardin, je savais qu'il y allait avoir... j'ai des taupes, j'ai des mulots, j'ai des araignées, j'ai des serpents, mais forcément, je le veux. Donc je donne et on me donne. Donc je suis dans un cercle énergétique qui est dans un juste équilibre. Si on fait les choses que pour prendre, c'est perdu d'avance. Car il n'y aura pas collaboration. S'il y a collaboration, il y aura automatiquement compréhension. Et quand il y a compréhension, tout est gagné. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'émerveillement est important. C'est comme si... Comment je pourrais vous expliquer ça? On pourrait faire un jeu, là, mais... Ne pensez plus avec votre tête. Pensez qu'avec votre cœur. Regardez les choses d'une autre manière. Voyez-les comme... émerveillez-vous, en fait. Émerveillez-vous des choses. La photo, pour moi, elle est importante pour montrer, mais l'observation, c'est la clé de voûte. Observer, c'est s'incorporer à l'univers et y participer. Comme espèce parmi les autres. À partir de ce moment-là, il va y avoir l'amour qui est en vous, en fait, va vous demander d'apprendre à regarder, à comprendre, à connaître. Et quand on comprend et on connaît, on aime. Et quand on aime, on protège. C'est tout simple.
Ce n'est pas plus compliqué. Si vous êtes disposé à faire ça, ça va vous changer votre vie. Il n'y a pas d'ennemis. Ce n'est pas des ennemis. Ce sont mes frères et mes sœurs. Je suis en contact avec le reste du vivant. Parce qu'il n'y a pas que nous sur Terre. Il y a tout ce petit peuple ailé, tout ce petit peuple à poil, à écailles. En fait, tout est là. La réponse, c'est face à nos yeux. Comme il disait, la beauté est partout. Ce n'est pas elle qui manque à nos yeux. C'est notre regard qu'il faut qu'on change et qu'il faut qu'on amène à voir d'une autre manière et pas d'en vouloir prendre. Alors, je rebondis là-dessus parce que des fois, ça masticote mes poils d'ours tendre. Parce que, en fait, prendre, c'est une chose, mais si tu n'en donnes pas, ça ne va pas. C'est valable également dans le potager. Là, je suis en partenariat avec des permaculteurs. J'ai pas mal de vidéos qui passent actuellement et tout. Et on travaille là-dessus. Et je leur dis, attention, si vous ne donnez pas, si on ne donne pas, si on ne s'émerveille pas, on ne peut pas récolter. Et puis, il y a le phénomène jardin-forêt qui est sorti. Oui, ce que je fais, c'est un jardin-forêt. Mais un jardin-forêt où il n'y a que des arbres fruitiers, ce n'est pas un jardin-forêt. C'est un jardin que pour prendre, et encore pour nous. Alors, je vais être impoli, je dis pour nos gueules. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres gueules. Et ces gueules-là, des fois, elles ont besoin d'autre chose. Et elles demandent qu'à collaborer avec nous. Les mulots, je les observe jusqu'au pas de ma porte. On a une autre question ici ? Bonjour, oui, Bonjour. c'est absolument magnifique, la haie, les oiseaux, etc. Et alors vraiment, j'adore, chez moi c'est en ville, en beaucoup plus petit, avec aussi des oiseaux. Mais Super. ma question c'était, parce que j'adore aussi les chats, est-ce que vous pouvez, dans votre domaine, vivre aussi avec un chat, adopter un chat, ou bien c'est complètement incompatible parce qu'il irait un peu trop manger tous les volatiles? Alors, j'ai eu des chats dans ma vie, parce que j'ai eu des enfants, donc j'ai eu des chats. Je connais le phénomène chat, puisque je n'ai plus de chats, mais j'ai tous les chats des voisins. Ce qui est logique. Je leur offre un paradis. Je suis en train d'essayer de mettre en contact mes voisins qui ont des chats, c'est incapable. Et c'est... Comment vous expliquer ça ? Pour ne pas vous faire du mal. On est en train de perdre notre contact avec le sauvage à un tel point qu'on est obligé de prendre des animaux domestiques. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'animaux domestiques. La seule chose et seul bémol que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a plus d'animaux domestiques que d'animaux sauvages. Donc là, il y a problème. Et ce problème-là, qui l'a amené l'humain. Donc en fait, c'est ça. Donc dans le jardin qui est là, j'ai eu un chat. Et ce chat, forcément, s'est adapté à ma sensibilité et tout. Il ne chassait jamais d'oiseaux, du moins quand j'étais là. D'accord ? Quand j'étais au jardin avec lui, il jouait avec moi, ou si j'étais à observer, il venait sauter sur mon dos pour que je joue avec lui. Il revenait. Quand je faisais une visite de jardin, je présentais les nichoirs, il montait vite à un des nichoirs. Quand j'expliquais comment un prédateur pouvait passer la patte, il le faisait. Donc il montrait. Et puis un jour, il est parti. Je n'ai jamais revu ce chat. Il m'a dit au revoir. Je vous dis, je pourrais raconter ça, mais pas ici. Mais les chats ont cette particularité-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, ils étaient là pour chasser, entre autres, les souris dans les maisons. Aujourd'hui, ils sont devenus des animaux de compagnie, mais un chat est capable de chasser tout, aussi bien des lézards, des libellules et tout. Et je mets des pièges, caméra, vidéo, dans le jardin, pour pouvoir voir quels animaux, forcément,
80% des cas, c'est du chat domestique qui passe. C'est un problème. C'est un problème. On sait aujourd'hui que ce problème est en train d'altérer notre chat sauvage, Félix sylvestris, hein, puisque des maladies que notre chat sauvage ne chopait pas, il y a encore quelques années en arrière, il est en train de prendre les maladies du chat domestique. Donc ça veut dire qu'à long terme, notre chat sauvage va disparaître. Encore une espèce qui va... C'est à chacun de comprendre, avoir un chat, oui, mais dans ces cas-là, si c'est un chat d'appartement. C'est un chat d'intérieur, pas un chat d'extérieur. À partir du moment où il est à l'extérieur, il va être tenté partout. Et là, c'est beaucoup plus lié. Alors, on peut limiter sur des choses. C'est pas pour rien qu'on fait des nichoirs à balcon, pour éviter que les fouines mettent les pattes dedans, que le chat fait la même chose, mais mettre des bandes en dessous, un peu grillagées et en pointe pour qu'ils ne puissent pas monter au nichoir. Mais est-on réellement? Et puis, il y a toute la presse ou médias qui nous parlent de super nichoirs vachement colorés. Non, ça sert à rien, c'est pire que tout. Tous les nichoirs doivent être le plus neutre possible et le plus incorporés à la nature et les plus discrets possible. Les nichoirs jolie maison et compagnie, ça c'est l'être humain qui a envie de ça. C'est très beau, hein, art décoratif, mais au niveau rapport avec la nature et protection, résultat, zéro. Donc en fait, c'est notre façon de penser qui va être importante. C'est comme choisir des arbres pour faire ça. Choisissez bien les arbres que je vous indique ou ceux qui sont adaptés dans la région dans laquelle vous êtes, parce que je n'ai pas pu tout mettre. Bien ces espèces-là qui sont vos espèces autochtones, indigènes, complétées par d'autres que vous avez envie d'avoir, mais pas ceux qui vous font envie. Oh tiens, je vais acheter cet arbre-là, il est trop beau. Oui, mais c'est pas ça l'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Justement, je rebondis sur ce que vous dites, sur choisir des arbres adaptés à notre région. Par rapport au réchauffement climatique, est-ce qu'il faut prévoir une adaptation à ce qu'on va implanter? Ouais. Là, les deux étés avec période caniculaire me le montrent. En fait, il y a des arbres qui souffrent. Parce que c'est des arbres qui ont un système racinaire un petit peu différent d'autres ou qui ont toujours besoin d'un côté un peu humide, frais. Donc les hêtres souffrent, la vernobier souffre, les sorbiers des oiseleurs souffrent, et pourtant, je suis à un peu plus de 600 mètres d'altitude. Donc ça veut dire que ça commence. J'ai un hêtre là qui a quasiment plus de feuilles. C'est absolument pas normal. Mais ça est dû aux quelques semaines là, qu'on a eues, avec... Ce qui n'empêche pas que... Alors ça ne va pas répondre tout à fait à ça, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce que j'ai mis en place permet aux arbres de communiquer entre eux et de se faire une aide mutuelle. Moi, c'est plus de 600 arbres et arbustes que j'ai plantés dans mon jardin. Et donc, ces arbres mis bout à bout ont créé la sphère boisée qui existe aujourd'hui. Comme je laisse des parties... bon, je ne tombe plus. Cette année, j'ai décidé de plus tondre, j'ai fauché. Donc, cette fauche que je récupère, et je ne fais pas tout en même temps, ça me permet de faire du paillage. Donc, je conserve l'humidité jusque... dans mes planches de culture au potager, entre autres. Et en plus, j'ai des mares naturelles. J'ai 10 points d'eau dans mon jardin, du plus grand au plus petit, dont 6 mares d'une... Et donc, ce système arboré, plus le système aquatique, comme vous avez pu voir sur une des images, ça va vous donner une idée, en fait, eh bien, j'ai temporisé complètement l'influence sur le climat, sur le réchauffement, etc. Les gens qui ont pu visiter le jardin pendant les périodes de canicule ou qui ont, ont vu, me dit, mais ben oui, j'ai boisé mon terrain. Mon terrain est boisé, donc la répercussion, forcément, elle est hyper importante pour le reste. Même pour une de mes mares, enfin même pour mes mares naturelles, je laisse beaucoup plus d'ombrage qu'avant.
la faune s'adapte exactement pareil. C'est ce que je suis en train de m'apercevoir. Donc il y a une acclimatation de la faune, en fait, avec les hausses de température. Et elles vont certainement s'y adapter beaucoup plus facilement que nous. J'ai vu des oiseaux, notamment en montagne, la semaine dernière, notamment du chocard à bec rouge, pas du chocard à bec jaune, qui, avait une façon de capter la chaleur qui était très puissante. Je les ai jamais vus faire ça, en se couchant quasiment comme un être humain sur le côté et en étalant une aile. Ah oui, c'est étonnant. En ouvrant le bec. J'ai vu la même chose sur des mésanges dans mon jardin. Donc les oiseaux sont en train de s'habituer d'une manière... et pour répondre à la question du monsieur, forcément, des espèces qui étaient plus au sud vont remonter au nord. Je ne serai peut-être plus de ce monde, mais des espèces qui sont encore chez nous aujourd'hui ne seront plus que dans le nord dans une centaine d'années. Ce qui va être normal. Il va y avoir une réadaptation des milieux, etc. D'où l'important de penser son jardin pour, suivant le versant où vous êtes, si vous êtes en montagne, sur un coteau, si vous êtes en plaine, à quelle altitude vous êtes, quel type de climat vous avez. Tout ça, ça va être important. J'ai l'impression d'avoir vu des bouleaux qui souffraient particulièrement. Tu as vu ça dans ton jardin? Alors cette année, curieusement, ils ont souffert un peu, mais pas tous de la même manière. C'est des arbres qui ont besoin d'énormément de sol frais, en fait, d'humidité. Donc, il ne faut pas oublier que c'est le bouleau est un colonisateur. C'est-à-dire, c'est lui qui va transformer la toundra en taïga en Scandinavie. C'est lui qui prend plus sur le côté ras. C'est un des premiers colonisateurs de ça. Donc forcément, il cherche une forme de fraîcheur. S'il ne l'a pas, ça ne fonctionne pas. Donc comme on a des périodes, et le complexe de tout ça, la complexité de tout ça, c'est que on est dans une modification climatique qui joue forcément sur les températures, mais que ces températures, en une journée, l'écart peut être phénoménal. Cette année, on a eu, nous, sur le jardin, et notamment, c'est en avril, j'avais une vidéo, on venait tourner une vidéo, etc. Et du matin au début de l'après-midi, on s'est pris 12 degrés. 12 degrés d'augmentation. Je peux vous garantir que le corps humain, pour qu'il l'encaisse, c'est pas simple. Moi, je sais que j'ai réussi à l'encaisser parce que je me suis fait un jardin arboré. Plus les mares naturelles qui complémentent avec la fraîcheur. Et c'est pour ça que j'ai toujours des oiseaux dans mon jardin. Et qui climatisent en quelque sorte. Comment ? Une sorte de climatisation. Une climatisation naturelle. Parce qu'en fait, ce sont des zones, aussi bien mes haies que mes parties boisées. J'ai une partie que j'appelle le petit bois, l'autre que j'appelle le grand bois. Tout ce qui est haie naturelle, mes bosquets et tout. Je n'ai pas planté ça n'importe comment. C'est une complémentarité. Toutes ces zones boisées, comme mes mares naturelles, sont des zones tampons, en fait. Et ces zones tampons mis bout à bout, entre les haies, les bosquets, les grands boisés et mes mares naturelles, temporisent l'élévation des températures et permettent à la faune dans la mare de continuer, des fois d'avoir l'impression qu'il n'y a pas d'oiseaux, et dès que la lumière baisse un peu, pof, les oiseaux ressortent. Il y a moi je voudrais qu'il n'y ait qu'une seule question, ou alors des réponses très rapides. Il y a 2 questions, peut-être des réponses très rapides, on n'a plus que 3 minutes. Vous parliez de vos mares. Sur la photo que vous avez présentée, la mare n'a pas l'air très profonde. Non. Elles sont alimentées comment? Uniquement avec la pluie? De l'eau de pluie. D'accord. Et j'ai fait le test. Elles ne sèchent pas? Ah non, elles ne sont jamais asséchées. J'ai simplement fait le test sur une cette année, de remplir avec l'eau. Enfin, je voulais tester, ça, je ne l'avais pas fait en fait, avec de l'eau du robinet, sachant qu'elle était calcaire, et voir ce que ça allait faire pour remonter les niveaux sur 5 à 10 cm, sur une de mes mares.
ça m'a amené automatiquement des algues, ce qui est logique. Ça n'a rien touché au niveau de la faune a toujours été. Par contre, j'ai eu un dépôt d'algues, entre autres très blanchâtres, qui était dû au calcaire. Autrement, c'est que de l'eau de pluie. Et donc, au maximum, l'évaporation, avec sur la plus ensoleillée, 25 cm. Mais j'ai encore largement d'eau pour que la vie s'épanouisse, etc. C'est pour ça qu'il faut comment dire, laisser assez d'espace. Mais une petite mare peut avoir son rôle également. Ça, ce sera le sujet d'un autre. Est-ce que ça répond à votre question? L'eau de pluie. Oui, voilà, je voudrais savoir pourquoi on garde toujours ce changement d'horaire de mars à octobre, alors qu'on devrait revenir à l'ancienne heure, Ah ben ça, et qui serait meilleure que celle de maintenant. Ah mais je suis d'accord avec vous. Nous sommes les seuls animaux, mammifères sur Terre, qui vivons pas en osmose avec le Soleil. 1 heure, ça peut passer. 2 heures, c'est une aberration. Ne serait-ce que... Mais c'est prévu pour. Hein. Il faut moins de monde sur Terre. Non, je lance un autre débat là. Mais très bien. Ça sera le mot de et la c'est fin. pour ça que les animaux s'adaptent beaucoup plus facilement que nous, entre autres, parce qu'ils vivent à l'heure solaire ou à l'heure de la Lune. Mais vous me comprenez. Donc forcément, ça change toute la donne. Très bien. Ça sera les derniers moments de cette conférence. Je suis désolée, il faut qu'on interrompe. On peut me retrouver après, je vais aller dédicacer les livres pour ceux qui veulent au stand Terre Vivante. Vous pouvez retrouver Gilles sur le stand de Terre Vivante qui est juste en face. Il pourra vous dédicacer ses ouvrages, notamment Mahé, refuge de biodiversité. Et puis, il y avait une bénévole de Annie qui voulait parler, je crois, dire un petit mot, mais elle n'est pas là. Bon, sinon, je vais juste dire un petit mot à la fin. Oui. Suivez-nous dans les mois qui viennent. Nous sommes sur un projet avec ma compagne et le plus jeune de mes fils, un projet de film, hein, qui est à l'image de ce que j'ai pu dire ou que j'ai pu vous montrer. Ce sera un long métrage. Vous pouvez déjà voir 2 teasers. Vous allez soit sur ma page Facebook, soit sur le site de mon fils et Curieux Film. On pourra en discuter pour ceux que vous voulez, ceux qui veulent, je veux dire. Suivez ce projet. Ça s'appelle Un autre regard. Et ça va en écho avec tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui lors de cette conférence.